développement qui est mis en place au CEA porte sur les effluents radioactifs qui contiennent en particulier du césium et du strontium. Et je vais vous détailler un peu la démarche qui a été mise en place à travers une approche pluridisciplinaire et multi-échelle. Voilà. Donc, je ne reviens pas trop sur les activités du CEA qui portent principalement sur les recherches scientifiques dans le cadre de l'énergie nucléaire et plus récemment qui s'orientent vers les énergies bas carbone. Le centre de Marcoule se focalise plus particulièrement sur des activités au cœur de l'assainissement et le démantèlement et le recyclage des matières. C'est dans ce cadre que le laboratoire des procédés supercritiques et de décontamination développe ses activités sur la décontamination des solides et le effluent, et également sur le développement des procédés supercritiques pour ces deux activités et également pour la valorisation. Donc, à travers ces différentes thématiques, une activité transverse est mise en place sur le développement de matériaux. C'est dans celle-ci que j'interviens plus particulièrement et qui porte sur la synthèse, mais également la mise en forme et la caractérisation des matériaux. D'une part, pour en optimiser et en améliorer les performances, et d'autre part, pour les intégrer dans les procédés de traitement en particulier. Donc, c'est dans le cadre des essais d'extraction des radionucléides que je travaille ces dernières années pour le développement d'adsorbants minéraux. Et ce sont des activités qui sont très intéressantes, car elles permettent de mettre en relation les compétences de plusieurs équipes du laboratoire et sur la chimie, les procédés de synthèse et les matériaux d'une part, et également la physicochimie en solution, les procédés de traitement et la modélisation d'autre part, dans des études plutôt mécanistiques ou de génie d'élaboration. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au traitement des effluents contaminés? En particulier parce qu'en France, 70% de l'électricité est d'origine nucléaire et le parc de réacteurs français produit des volumes d'effluents assez importants. Donc, d'une part, lors des activités de retraitement du combustible usé, mais également lors des opérations d'assainissement, démantèlement d'anciennes usines en fonctionnement. Récemment, donc cette activité a gagné en intérêt également suite à l'accident de Fukushima qui a conduit à la production d'un volume de contaminés également très important et avec des niveaux de radioactivité très variables et des compositions très variables en fonction de la source des effluents. Donc, on s'intéresse plus particulièrement au traitement du césium 137 et du strontium 90 qui sont issus des produits de fission des combustibles nucléaires et qui présentent une forte radiotoxicité, donc qu'il faut immobiliser dans une matrice solide pour pouvoir les stocker, les conditionner en toute sécurité et pouvoir rejeter les effluents traités en respectant toutes les normes de rejet actuelles. Donc, le principe du traitement des effluents, il se déroule en plusieurs étapes. Dans une première étape, on va avoir une simplification de l'effluent à la source, où on va éliminer tout ce qui est particules en suspension, molécules organiques complexes. Ensuite, on va chercher à réduire à la radioactivité par des phénomènes de coprécipitation ou en utilisant des adsorbants innovants. Et enfin, on va souvent utiliser un traitement de finition pour enlever les traces de radionucléides et pour les respects des normes de rejet. Et le facteur qui va nous intéresser ici, ça va être le facteur de décontamination qui représente la concentration initiale en radionucléides dans l'effluent divisé par la concentration dans l'effluent traité. Et ce qui va ressortir de ce traitement, ça va être des résidus solides le plus stable possible avec un volume de déchets le plus minimisé
qui va permettre d'immobiliser les radioéléments pour leur stockage. Donc, ce qui va être important ici, ça va être le facteur de concentration qui représente le ratio entre le volume d'effluent initial et le volume de déchets produits. Le choix du procédé de traitement et des adsorbants qui vont être mis en œuvre dépendent de plusieurs paramètres, notamment en termes de composition, mais également en se focalisant sur les normes de rejet et la quantité et la compatibilité des déchets avec les matrices de conditionnement. C'est pour cela que nous nous sommes intéressés aux procédés de traitement des effluents par sorption sur support solide, qui sont les procédés qui présentent la meilleure sélectivité vis-à-vis du césium ou du strontium. Ces procédés se basent sur différents mécanismes qui mettent en jeu de la diffusion des ions en solution, la diffusion des ions dans la porosité des matériaux, les interactions au niveau de l'interface solide-liquide et ensuite l'éventuelle diffusion des ions en surface du sorbant. Donc, ces mécanismes mettent en jeu de la sorption de surface, donc avec des interactions physiques et électrostatiques lors de la mise en œuvre de la physisorption, des interactions chimiques, par exemple de complexation, mais également de l'incorporation dans des cristaux par coprécipitation. Et un autre mécanisme qui peut intervenir, c'est l'échange d'ions qui intervient dans des matériaux nanoporeux qui contiennent des cations échangeables, donc souvent du sodium ou du potassium. Et lorsque ces matériaux sont mis en contact avec l'effluent, le sodium ou le potassium va venir s'échanger avec le strontium ou le césium qui se trouve dans l'effluent. Donc avec là des meilleures sélectivités, mais également des cinétiques plus lentes parce qu'il faut compter le temps de diffusion des ions à travers des canaux nanoporeux et donc souvent limité en termes d'effet stérique. Donc les procédés de décontamination existent déjà à l'échelle industrielle, notamment en mettant en œuvre du traitement chimique dans les stations de traitement des fluides liquides, les STEL. Donc, ils mettent en œuvre de l'échange d'ions pour le césium à travers des précipités préformés de ferrocyanure mixte de nickel et de potassium. Donc, vous pouvez voir ici en quoi consiste ce matériau qui contient des potassiums, ici les billes vertes que vous voyez sur le schéma. Ce potassium va pouvoir s'échanger de manière très sélective avec le césium des effluents. Ensuite, l'effluent est traité par précipitation avec du sulfate de barium. Donc dans ce cas, on introduit des réactifs dans l'effluent, des sels de barium et des ions sulfate qui, lorsqu'ils vont rentrer en contact, vont précipiter pour faire des cristaux de sulfate de barium qui vont venir incorporer de manière très sélective le strontium dans leur structure. Donc, ces procédés-là ont des facteurs de décontamination intéressants qui peuvent monter jusqu'à 1000, mais des facteurs de concentration relativement faibles, compris entre 10 et 100, et conduisent à la formation de boues qui contiennent beaucoup de sulfate et qu'il est difficile de conditionner et qui sont présentes en grand volume. Donc, on a travaillé, en tout cas, c'est mon collègue Yves Barré qui a beaucoup travaillé sur ces procédés-là il y a une quinzaine d'années, notamment en comparant les systèmes existants dans les stèles, des réacteurs semi-fermés type batch ou des réacteurs semi-continus, et qui a également proposé des nouveaux designs de réacteurs alternatifs de type réacteur décanteur. Ces études ont mené sur des optimisations de procédés à travers des études paramétriques, ont permis l'avancée de la compréhension des mécanismes, notamment liés aux effets de sursaturation, nucléation, croissance lors de la précipitation des cristaux de sulfate de barium et à la modélisation de ces phénomènes. Et lorsqu'on compare les trois types de réacteurs qui ont été mis en œuvre, on voit bien que,
en partant du même adsorbant qui est le sulfate de barium, le même support solide, avec des mécanismes similaires, la mise en œuvre procédée entraîne des propriétés complètement différentes et des performances complètement différentes. Donc, en réacteur batch, on va être très limité au niveau du temps parce qu'on va devoir arrêter la précipitation lorsque le réacteur est plein, mais on a des cinétiques et des facteurs de décontamination qui sont très élevés. Le réacteur continu, quant à lui, va permettre de récupérer en continu les fluents traités à travers une surverse, mais on va quand même continuer à accumuler les bouts et les cristaux de sulfate de barium dans le réacteur, ce qui entraîne des conditions de précipitation différentes qui abaissent du coup les facteurs de décontamination. Et dans le réacteur décanteur, où on va récupérer les fluents traités en continu à travers une surverse, mais également récupérer les bouts par soutirage au fur et à mesure de leur production, on va pouvoir cumuler des temps de traitement longs avec des facteurs de décontamination élevés. Alors, ces procédés de référence qui sont utilisés en STEL restent tout de même limités à cause des problématiques de traitement des déchets ultérieurs. Et on a donc décidé sur des procédés alternatifs qui sont des procédés de colonnes garnies d'adsorbants et notamment sur le développement d'adsorbants sélectifs qui vont pouvoir être introduits dans ces colonnes. Donc le principe, c'est de faire passer à travers une colonne garnie de billes d'adsorbants les fluents qui sortent traités en sortie de colonne. Et les radionucléides, qui ont une forte affinité pour les adsorbants mis en œuvre, viennent se saturer l'adsorbant et rester immobilisés dans le matériau. Donc, ces procédés existent également à l'échelle industrielle, mais dans la plupart du temps, ce sont des résines organiques qui sont utilisées parce qu'elles sont peu chères. Mais elles présentent des problèmes de sélectivité et de stabilité à la radiolyse en particulier. Et récemment à Fukushima, ce sont plutôt des adsorbants minéraux qui ont été mis en œuvre, comme des éolites naturelles, donc des roches broyées, donc qui sont peu chères, mais qui sont également peu sélectives, ou des adsorbants minéraux granulaires, qui, eux, peuvent être plus sélectifs, mais présentent des problématiques de diffusion dans les grains à cause d'un manque de porosité. Donc voilà un peu la gamme des adsorbants commerciaux qui existent, avec des prix qui peuvent aller de 10 € jusqu'à 1 000 € le kilo selon les performances et le coût de préparation de ces matériaux. Néanmoins, parmi tous ces matériaux, on est limité en termes de cinétique, de capacité, de sélectivité des adsorbants, donc ce qui limite les performances des procédés lorsqu'on va les mettre en œuvre à l'échelle industrielle, lorsqu'on va vouloir traiter des grands volumes d'effluents avec des débits de traitement. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette démarche où on va s'intéresser à la fois à des problématiques de chimie, mais également de procédés, donc à différentes disciplines connexes, et également à différentes échelles, puisqu'on va regarder à l'échelle atomique les mécanismes qui vont être mis en jeu dans les échangeurs ioniques. On va regarder la structuration et la mise en forme de ces adsorbants pour y intégrer de la mésoporosité, de la macroporosité, pour favoriser la diffusion des ions et l'écoulement de l'effluent dans la colonne. On va regarder les aspects paramètres procédés et puis on va également regarder les aspects conditionnement des déchets et puis tenue dans le temps. Donc, je vais illustrer ça à travers les développements menés pour l'industrialisation du Sormatex césium, qui est un adsorbant minéral poreux pour le traitement du césium et qui a été principalement développé dans le cadre du projet Déméter avec Orano.
et qui a été industrialisé derrière avec CTI. Donc, dans un premier temps, il a fallu sélectionner l'adsorbant idéal pour le césium. Donc, on connaît différents adsorbants qui sont plutôt à base de zéolite, des aluminosilicates, des silicotitanates ou des ferrocyanures. Les ferrocyanures présentent la plus grande affinité pour l'ion césium, quel que soit le milieu, alors que les autres types d'adsorbants sont plutôt influencés par des teneurs en sel dans les effluents et principalement également influencés par le pH de la solution. Donc, on s'est orienté vers ces exocyanophérates qui peuvent être de formules de composition très variées avec un ion échangeable qui est un alcalin ou NH3, un métal qui va être du cuivre, du zinc, du cobalt, du nickel ou du fer, et le ferrocyanure qui peut être sous forme, le fer qui peut être sous forme 2+ ou 3+, donc pour former des ferris ou des ferrocyanures. Ces adsorbants-là, donc parmi toutes ces catégories, après différents tests, on s'est orienté vers des exocyanophérates mixtes, potassium et cuivre, car c'est ceux qui ont présenté les meilleures performances et de bonnes stabilités, mais également parce que le cuivre présente une plus faible toxicité, notamment que le nickel ou le cobalt. Donc, parmi les études sur ces matériaux, sur les mécanismes mis en œuvre, on a regardé l'effet des défauts de structure et de l'eau libre et liée dans le matériau, notamment au niveau de ces défauts de structure, qui vont influencer les performances, les capacités de sorption et la sélectivité. Donc, ce sont sur ces paramètres-là qu'on a optimisé la synthèse pour avoir les cristaux de ferrocyanure les plus performants possibles dans notre matériau et ensuite aller les imprégner sur un support solide pour les utiliser en colonne. Donc là, ici également, on a mis en place une première stratégie de greffage sur des silices poreuses qui consiste dans un premier temps à venir greffer un aminosilane à la surface de la silice, donc par réaction sur les fonctions OH de la silice, et faire croître les nanoparticules de ferrocyanure sur les fonctions amines de ce greffon. Donc, on a pu intégrer dans les matériaux jusqu'à 10% en masse de ferrocyanure avec des capacités d'échange cationique qui restent faibles, 0,28 mmol par gramme, mais compte tenu de la très grande sélectivité du matériau, sont largement suffisantes pour avoir des procédés performants par la suite. Et on peut bien voir ici sur photo MEB et MET qu'on a des nanoparticules qui sont bien dispersées dans l'ensemble de la porosité du support en silice. Alors, lorsqu'il a fallu passer à une échelle industrielle, et d'une part principalement pour des histoires de réduction de coûts de préparation, il a fallu simplifier cette méthode. Et donc, on est passé à une méthode d'imprégnation croissante des nanoparticules par précipitation en milieu basique, à pH 10, qui a fait l'objet d'un brevet et qui nous a permis directement au laboratoire de pouvoir produire jusqu'à 1 kg de ce matériau-là pour pouvoir transférer la méthodologie à l'industriel qui a produit jusqu'à 100 kg de ce produit. Cette méthodologie, elle est très robuste et elle a pu derrière être appliquée à d'autres supports poreux de forme grain, monolithe, macroporeux qui ont donné lieu à des études sur l'étude des performances en colonne de ces matériaux-là en fonction de la porosité, de la taille des matériaux. Pour évaluer les propriétés de sorption de ces adsorbants, on travaille dans un premier temps en batch, en réacteur agité, et on regarde les effets des cinétiques de sorption et les isothermes de sorption. Donc pour cela, on va mettre en contact l'adsorbant avec un effluent modèle dans un premier temps et regarder l'évolution de la concentration en césium dans le temps,
lors de ce contact entre l'adsorbant et la solution. Donc, dans le temps, et puis en faisant évoluer la concentration initiale en césium, on va également regarder les isothermes de sorption. On regarde la capacité de sorption en fonction de la concentration en césium, et on peut retraduire ça en termes de coefficient de distribution, qui est en fait la capacité de sorption divisée par la concentration à l'équilibre en césium, et qui donne accès ici à une valeur à faible concentration, à concentration de trace, donc qui est représentative des milieux radioactifs, ce coefficient de distribution correspond au volume d'effluent qui va être possible de traiter avec 1 gramme de matériau. Donc ici, avec le Sormatec, on a pu voir qu'on avait, grâce à la porosité du matériau, des cinétiques de traitement qui étaient de l'ordre de 5 minutes, très rapides, des capacités de traitement qui montent jusqu'à 30 mg de césium par gramme, et des coefficients de distribution, malgré les faibles capacités, qui sont de l'ordre de 10 puissance 5 ml par gramme en eau de mer, donc très saline, qui correspond à peu près à 10 litres d'effluents traités pour 1 gramme de matériau. Et lorsque les effluents sont simplifiés, par exemple avec une eau naturelle, on peut traiter jusqu'à 100 litres d'effluents par gramme de matériau. Donc ça, ce sont des données qui sont très importantes lorsqu'on va vouloir dimensionner, par exemple, une unité de traitement industriel. L'étape suivante, c'est de valider les propriétés de sorption en colonne. Donc, on travaille d'abord sur des colonnes de laboratoire avec des petites tailles de 1 cm de diamètre avec 5 cm de hauteur. Et on regarde les courbes de percée, c'est-à-dire qu'on suit la concentration en césium dans les fluents traités en fonction du volume d'effluent qui est passé sur la colonne de traitement. Donc, dans un cas idéal, un fonctionnement idéal de colonne avec un adsorbant qui a des symétriques très rapides, des sélectivités idéales, on aurait une courbe en créneau, comme vous pouvez le voir ici. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a l'absorption totale du strontium, on a un effluent qui est complètement en sortie, qui est complètement traité en césium, plus de traces de césium dedans. Et lorsque tout l'adsorbant de la colonne est saturé en césium, on a atteint la capacité maximale de sorption. L'effluent sort avec une concentration équivalente à celui de la concentration en entrée. Donc ça, c'est le cas idéal. En réalité, on a plutôt des courbes en S, avec une rétention qui va être étalée, c'est-à-dire qu'il va y avoir un point de fuite précoce, et une partie du césium va commencer à sortir de la colonne avant que tout l'adsorbant soit saturé. Donc, ces essais ont été réalisés sur le matériau, le Sormatec césium qui a été développé, et comparés aux adsorbants commerciaux les plus couramment utilisés, donc qui sont l'achabasite, qui est une zéolite naturelle, et le CST, le silicotitanate, qui est granulé et qui est un matériau synthétique. Donc, on voit bien ici qu'on a, avec le Sormatec, grâce aux cinétiques de sorption très rapides, une courbe qui se rapproche le plus possible du cas idéal. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va traiter des effluents avec ce matériau-là, on va avoir une utilisation optimale des capacités de sorption du matériau dans la colonne, alors que, par exemple, un silicotitanate qui va pouvoir traiter un volume d'effluent équivalent, lorsqu'on va arrêter le traitement, il y aura une partie du matériau qui n'aura pas été utilisée. Donc, on a pu étudier également l'effet de la dimension des colonnes sur ces courbes de percée, et
et on a pu voir l'excellent comportement du Sormatec, même avec des débits d'effluent très élevés de par cette porosité du matériau. Afin de valider la mise en œuvre procédée du matériau, donc on a fait des tests sur des colonnes de 1 litre, donc ce qui permettrait de traiter environ 120 mètres cubes d'un effluent de moyenne activité. Et on a pu voir que même avec des débits d'effluent très rapides, on gardait des pertes de charge dans la colonne qui étaient tout à fait raisonnables. Donc les études actuelles, elles sont plutôt sur la mise en absorbant sur des effluents réels. Donc on est en cours de mise en œuvre, notamment avec Orano ou sur des chantiers d'assainissement, démantèlement. Et on met également en œuvre des modélisations des courbes de percée pour essayer de dimensionner les colonnes industrielles en prenant en compte à la fois les paramètres procédés, mais également les paramètres de mécanismes de sorption à l'échelle de l'adsorbant et de diffusion dans la porosité. Et enfin, on a regardé les effets de transformation en matrice de conditionnement par calcination avec le service SEVT du CEA et Nicolas Massoni et Lionel Campagnol, donc qui ont regardé c'est un matériau qui contient de la silice, donc sous effet de la calcination, on a regardé l'effet de la fermeture de la porosité. En effet, lorsqu'on monte à 1000 degrés, on a un matériau qui perd en surface spécifique. Donc, on a la porosité qui se ferme et on a observé une absence de volatilisation du césium, donc, qui permet de dire qu'on a un bon conditionnement du césium, une bonne immobilisation du césium dans ces matériaux. Et en particulier, à travers des phénomènes de changement de phase, on a pu voir que lors du traitement à 1000 degrés, on avait cristallisation de la silice en cristobalite. Et à côté de ça, on avait formation d'une phase vitreuse qui va incorporer le césium et qui va permettre d'immobiliser le césium pour son conditionnement. Donc actuellement, il reste encore des études de lixivation et de tenue à la radiolyse qui sont à mettre en place pour valider l'ensemble de la chaîne de mise en œuvre. Donc, je vois que j'ai encore un petit peu de temps, donc je vais pouvoir vous montrer les travaux qui sont en cours à l'heure actuelle sur les adsorbants pour le traitement du strontium. Donc, c'est l'enjeu majeur actuel parce que pour le strontium, il n'y a pas d'absorbant très sélectif comme pour le césium, comme on a pu le voir avec les hexocyanoferrates. Donc, il y a déjà des études de compréhension de mécanismes d'échantillons qui sont à mettre en place et pour essayer de trouver la meilleure composition de matériaux pour obtenir des bonnes propriétés. Les matériaux, pour l'instant, qui sortent un peu leur épingle du jeu, ce sont les éolites de type LTA et les silicotitanates de type CST, qui, eux, permettent de sorber à la fois le césium et le strontium, donc ça peut être intéressant. Et nous, par ailleurs, on a regardé également des éolites LTA, mais au lieu d'être au sodium, avec un sodium échangeable, on a incorporé du barium dans les cales pour coupler l'échantillon avec la coprécipitation. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Lorsque la zéolite au barium va être introduite dans un effluent qui contient un effluent très salin, le barium va s'échanger avec le sodium présent dans l'effluent. Et lorsqu'il va être relargué dans la solution et par ajout de sulfate, on va pouvoir précipiter le sulfate de barium et intégrer le strontium par coprécipitation, donc avec des résultats de sélectivité largement améliorés. Par rapport à un procédé de coprécipitation simple, on va avoir des facteurs de concentration bien plus élevés, donc un volume de boue, un volume de déchets produits bien plus faible. Donc on peut voir en plus qu'en jouant sur la quantité de barium introduite dans le matériau, on va avoir une augmentation du facteur de décontamination en strontium. Et on va, en fonction du pH, former
des cristaux de sulfate de barium avec des morphologies un peu différentes qui vont jouer également sur la sélectivité du procédé. Donc, le seul problème ici, ça va être les cinétiques de traitement, qui, en fait, le barium est un ion qui est très gros, donc qui va venir s'immobiliser dans la cage de la zéolite, qui est très difficile à sortir, donc on va avoir des cinétiques de diffusion qui vont être très ralentis. Donc, c'est un peu la problématique avec les matériaux pour le strontium, c'est que plus ils vont être sélectifs, plus les tailles des pores vont être faibles, la sélectivité étant également induite par un phénomène de tamisage moléculaire, plus les cinétiques de diffusion sont lentes et donc la sélectivité, l'augmentation de la sélectivité va de pair avec une diminution de la cinétique. Donc on a travaillé également sur les synthèses de zéolite LTA, du coup, pour essayer d'améliorer les cinétiques de sorption en nanostructurant le matériau. Donc, c'est-à-dire qu'on a joué sur les paramètres de synthèse par voie hydrothermale pour obtenir des cristaux de zéolite de plus différentes tailles, en sachant que par rapport aux cristaux submicroniques, on a une forte agglomération qui induit par ailleurs également des cinétiques un peu ralentis. Donc, il y a des phénomènes de désagglomération par ultrasons également à prendre en compte dans les procédés de traitement. Et à travers l'étude des diagrammes d'échange ions, on a pu déterminer des coefficients de sélectivité, donc qui pour la zéolite LTA est de l'ordre de 4,5. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir une affinité beaucoup plus importante du strontium pour la zéolite par rapport à l'affinité du sodium pour la zéolite. Et ces données qui nous ont permis par la suite de modéliser les isothermes de sorption pour définir des coefficients de distribution dans différents milieux de composition variée. Afin de mettre en œuvre ces matériaux, ces zéolites, dans des procédés en colonne, donc les matériaux commerciaux sont obtenus en général par granulation et de porosité. On a mis en place une méthodologie de dépôt sur des billes de verre poreuses, donc également en prenant en compte la compatibilité de la bille de verre avec les méthodologies de conditionnement des déchets par vitrification. Et on a obtenu des résultats intéressants avec une amélioration de la cinétique de sorption par rapport aux grains commerciaux. Donc, on a des cinétiques de sorption qui sont du même ordre de grandeur que ceux des poudres libres. Et par ailleurs, des courbes de percée qui sont redressées avec une meilleure efficacité en colonne. Et l'étape d'après, ça va être de voir si, de par ces cinétiques améliorées, on peut mettre en œuvre ces adsorbants-là avec de la zéolite au barium. On a également, par rapport aux données obtenues sur les poudres de coefficient de sélectivité, et en ajustant les capacités des matériaux en considérant qu'il n'y a que 40% de zéolite dans le matériau actif, on a également pu déterminer, modéliser les isothermes de sorption à partir de ces données. Et donc, pour terminer, les derniers essais sur lesquels on est en train de travailler à l'heure actuelle, ce sont l'étude des propriétés de sorption en lien avec la microstructure des silicotitanates de type CST. Donc là, on peut voir également que ces matériaux sont obtenus en conditions particulières sous synthèse hydrothermale, et en jouant sur les paramètres de synthèse, on va pouvoir obtenir des matériaux microniques ou nanostructurés. Et contrairement à la zéolite, pour laquelle on avait un effet sur la cinétique, mais on n'avait pas d'effet sur la sélectivité en termes de microstructure, ici, on a pu voir que les matériaux nanostructurés avaient des sélectivités plus faibles que les matériaux microniques et bien cristallisés.
notamment à cause de la présence de défauts de structure que l'on est en train d'étudier plus en détail avec des collaborations avec l'UCCS à Lille sur des méthodologies de caractérisation par Rietveld et par thème haute résolution, et également à l'ICGM à Montpellier avec des titrages calorimétriques pour essayer de mieux comprendre les mécanismes de sorption et d'immobilisation du strontium dans ces matériaux qui présentent des sélectivités bien supérieures aux autres adsorbants, mais qui présentent également des mécanismes très complexes et qu'on commence à peine à toucher du doigt avec nos études. Voilà, donc en gros un panorama un peu des études, des différentes compétences et des différentes méthodologies mises en œuvre pour développer un adsorbant, donc en prenant en compte également le devenir du matériau, son intégration dans le procédé. Et en dehors des perspectives que je vous ai listées au fur et à mesure de la présentation, les challenges, ça va être de développer des matériaux et des procédés qui vont pouvoir sorber de manière simultanée le strontium et le césium, et également de développer des procédés couplés, donc qui vont venir faire intervenir par exemple de la filtration ou des procédés d'oxydation avancés, des POA, dans un pilote modulaire. Voilà, et puis également penser dès la conception du procédé à avoir des colonnes préconditionnées qui vont pouvoir être gérées comme déchets de manière simple et sans problématique radiologique pour les manipulateurs. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je voudrais surtout remercier tous les étudiants et toute l'équipe qui travaillent sur ces thématiques, parce que vu les différents aspects de la chimie, du procédé, de la modélisation, voilà, il faut être nombreux pour pouvoir avoir les compétences pour mener à bien ce type de projet. Et également le CEA, Orano, et puis le DOI et le programme IDS qui participent au financement de ces études. Et puis, je vous ai mis ici quelques publications. Donc, si jamais vous avez des recherches plus poussées qui peuvent vous intéresser. Voilà, merci pour votre attention.